Tiki Taka Talk, c'est votre émission du jeudi. On se retrouve dans ce nouveau format, on n'est que deux aujourd'hui pour vous ravir. Je suis avec mon camarade de toujours, Jafar, comment ça va? Salut Noam, Jafar, toujours présent, toujours là quand le photocentre du débat, j'espère que vous allez bien. Nouveau format, à deux cette fois-ci, on va essayer un nouveau truc. Et on va parler aujourd'hui de Coupe du Monde, la meilleure des compétitions, on a des choses à dire, parce qu'on n'a pas encore fait d'émission depuis le début de la Coupe du Monde. Pour aujourd'hui, on a ciblé deux matchs en particulier, donc on va parler de France-Sénégal, le premier gros choc peut-être de cette Coupe du Monde, et puis le deuxième qui a suivi dans la nuit, un certain Algérie-Argentine, deux matchs forts en émotion, forts en rebondissement, plus l'un que l'autre quand même. Ouais. Mais voilà, donc on va traiter ces deux matchs aujourd'hui, on va faire un petit débrief. Si on a un peu de temps après, on peut dire quelques mots sur Maroc-Brésil, Angleterre-Croatie qui ont été des matchs hyper intéressants aussi c'est possible. à décrypter, pourquoi pas. On va commencer tout de suite, on va commencer par le premier qui s'est joué, c'est-à-dire France-Sénégal. Ouais. Et ben, je te laisse commencer, nous dire, c'est quoi ton petit top de ce match? Oh, mon top de ce match. Allez, on s'en note tes 2-3 meilleurs tops. Moi, je dirais en premier lieu la deuxième mi-temps de Michael Olise. Bon, j'ai pas besoin de décrire Michael Olise. C'est un joueur extraordinaire qui a... Pas en ce moment. Non, il n'y a pas besoin en ce moment. C'est un joueur extraordinaire qui a su tout simplement redonner un second souffle à cette équipe de France qui a fait une première mi-temps assez décevante, assez compliquée, où le Sénégal a très bien contré. Le changement tactique de Deschamps à la mi-temps en mettant Dembélé à droite et Olise en 10, donc en inversant les deux, pour moi ça a changé le match. Vraiment Olise, il a su rapporter énormément de percussions. Forcément c'est un génie, donc balle au pied, la passe décisive sur Mbappé, il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça dans le monde aujourd'hui. Lui, pas décisif pour Mbappé, parce que bon, la deuxième est moins belle. Oui, la deuxième c'est vraiment Mbappé, quoi, tu vois. La deuxième elle est pour lui. Ouais, c'est vrai que c'est une autopasse. Mais la première c'est fantastique, c'est une passe de grand joueur, c'est une passe de très très grand joueur. Donc c'est mon premier top, je dirais quand même Michael Olise. Ouais. En deuxième, je pense pour récompenser son match dans la régularité, parce que là on parlait de la deuxième mi-temps d'Olise, mais c'est vrai que le match de Upamecano, patron, d'accord. bien meilleur que son compatriote Saliba, et pourtant c'est vrai qu'Upamecano... En deuxième mi-temps, Saliba, oui. C'était costaud. Alors, quand la confiance de l'équipe était là, je trouve que quand même, il a pu amener des retours, sa rapidité, puis quand il met l'impact physique, putain, faut répondre. Dans cette première mi-temps-là, Upamecano, ça a vraiment été, dans ce marasme, entre guillemets français, si on peut dire ça comme ça a vraiment été le seul qui a essayé de tenir le coup, tenir la baraque dans les retours défensifs, notamment sur l'action à Ismaïla Assar qui va très très vite, il a su le rattraper. Il a une pointe de vitesse assez exceptionnelle et il a vraiment été très très bon du début à la fin. Vraiment. Impérial. Et on pouvait avoir peut-être, même si moi j'aime beaucoup, c'est top 3 défenseurs du central peut-être cette saison, ou top 5, en tout cas si on est large. On pouvait avoir des doutes sur Upamecano d'équipe de France parce qu'il y avait quand même quelques matchs compliqués. Il avait pris un rouge contre le Brésil rassemblement de mars. Et vraiment, je l'ai trouvé très très bon. Et en troisième top, est-ce qu'on récompenserait pas un joueur sénégalais peut-être? Ah, quand même. Ouais. Faut leur donner un peu de crédit parce que mine de rien, le score est peut-être sévère au vu du match. Ouais, au vu du match. Moi, j'ai bien aimé le match de Pape Gueye. C'était mon top. C'était mon top sénégalais. C'était lui. Forcément, il a pareil. Plus compliqué en deuxième mi-temps, Ouais. évidemment, mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir quand on voit la deuxième mi-temps magistrale de l'équipe de France, Ouais, des 11 voilà. joueurs. C'est l'inverse, c'est vraiment le Sénégal qui était moins bon sur cette deuxième mi-temps, mais c'était vraiment pour moi le cœur de cette bonne première mi-temps sénégalaise. Il mérite mieux. Franchement, Vraiment, il mérite mieux. Cette techniquement, première mi-temps. Dans les retours défensifs, offensivement, il apportait énormément. Vraiment box-to-box, très complet, très très fort cette première mi-temps de Pape Gueye. C'est mon top côté sénégalais. Ouais. Bah, je suis plutôt d'accord. Au niveau français, toi tu... Niveau français, moi j'aurais mis quand même, pour la deuxième mi-temps, j'aurais souligné les 11 joueurs pour la deuxième mi-temps parce que ils reviennent à 11. Franchement, en deuxième mi-temps, ils reviennent à 11. Dis-moi, j'écoute 10 à 100 Théo parce qu'il se fait 900 Oh là là, Théo. Ouais, mais non, en deuxième mi-temps, je dirais que c'était moins cata. Défensivement, ça couvrait bien. Offensivement, c'est Jules Koundé. Après, on s'attend pas à ce que ce soit un Cancelo en latéral. C'est vrai, mais quand même, les matchs de Koundé, moi, même la forme de Koundé, ces derniers temps, ces derniers mois. Je suis d'accord. Je trouve ça quand même assez inquiétant. Et t'as un on est vraiment passé de cette saison il jouait tous les matchs, c'est le mec qui avait une plus belle année, etc. Et impressionnant, tout le long régulier. Chaque match, on se disait, putain, mais il est encore plus fort offensivement qu'avant. Et d'un coup, tu changes de visage comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression que Koundé, c'est plus mental le problème. Ah bah, c'est sûr. C'est plus mental parce que tu peux pas passer du tout au tout comme ça. Je pense vraiment que, tu vois, au Barça, il a pas une grosse concurrence, mais au contraire, donc il sait déjà qu'il va être titulaire indiscutable. Je pense que soit il est lassé par le nombre de matchs joués, ce qu'il s'en était plein notamment, sur le réseau, etc. Mais je pense pas que ça ferait autant chuter le niveau global. Enfin, je veux dire, l'état physique, la forme physique, je veux bien, mais le niveau, là, on parle moi, je pense que c'est vraiment du mental. Théo. Oh, alors là, mais merci Nicolas Jackson de nous avoir fait une Messi. Non, mais sur le but de Mbaye, comment il tombe. Moi, je suis pas pareil. Défenseur gauche, pour moi, c'est vraiment le point faible de l'équipe de France.
Ça changera pas. Pourtant, il y a des bons joueurs, mais je sais pas, ça performe pas en équipe de France. Sinon, en flop, peut-être français. Alors, en top français, je pourrais rajouter Rabiot. Je sais pas, justement, tu m'as laissé venir, moi c'était mon prochain parce que j'aime. C'est certain. Non, moi, j'aime avec le joueur, etc. Non, moi, je trouve ça- Surtout qu'il y a un petit Lyonnais qui méritait peut-être sa place aussi, au même poste. Ouais, mais c'est pas la place de lui, parce que lui, pour Franchement, moi, c'est... écoute, au niveau de l'intensité de la première mi-temps, je pense que Tolisso il fait le même match. C'est pas possible de jouer avec cette intensité. Mais le niveau qu'a affiché le Sénégal en première mi-temps, Oui, non, mais c'était très très fort. Mais le Rabiot, c'est, pour moi, tu vois, c'est... quand il y a de l'espace, en fait, c'est un joueur. Première mi-temps avec un bloc assez bas du Sénégal, c'était compliqué. En Ouais. deuxième mi-temps, quand il y a de l'espace, mais il fait tellement bien le lien entre défense et attaque. C'est exactement ce qu'on lui demande en fait. Passeur décisif sur le but de Barcola. Quelle passe. Super Alors l'appel passe. est exceptionnel. Ouais, mais la passe. Dembélé, Mbappé qui part en haut, qui emmène les deux défenseurs, Barcola qui voit tout. Mais au-delà de sa passe décisive, moi, tu vois, si je prends en compte les dernières années en équipe de France, là, demain, moi, je suis sélectionneur de l'équipe de France, tu me poses une question, tu me dis, qui tu coches en premier dans le 11 en milieu de terrain français? Moi, je coche Adrien Rabiot. C'est vraiment valeur sûre. C'est un mec qui, depuis plusieurs temps, déjà, est très, très satisfaisant en équipe de France. À côté, Tchouaméni, tu vois, c'est Je m'étonne à dire ça, mais je coche encore plus Rabiot s'il y a Tchouaméni à côté parce que je trouve qu'il était assez complémentaire dans ce rôle tu sais, de chien et chat. Oui. Un qui était, Tchouaméni qui était vraiment plus bas sur le terrain. défensif, ouais. À coup d'envoyer des transversales, bon, pas tout le temps réussi, Non. mais vraiment plus bas et du coup avec plus de liberté pour un Rabiot, comme on avait pu voir en 2018 avec Kanté et Pogba, Oui. avec un Kanté plus bas pour laisser Pogba qui était plus libre et qui est moins de voilà, offensivement, ouais. c'est ça. Mais Bon, on va pas c'est comparer pas le niveau, voilà. On s'est compris. C'est pas le niveau. Non, non, Mais, c'est vraiment du rôle profondément Ouais, du rôle. Mais ouais, tu vois, moi je l'ai toujours dit, le poste du milieu de terrain en équipe de France, c'est vraiment le poste le moins fourni qualitativement. Oui, Coco, il aurait eu sa place, là-dessus on est d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, ouais, Rabiot, moi je trouve qu'il a fait globalement un bon match, ça a été satisfaisant. Je suis d'accord. Sinon, au niveau du reste, le kick, il s'est réveillé en deuxième mi-temps. Voilà, on lui demande d'être décisif, c'est sa compète, il s'est réveillé, il a mis 2 buts, le deuxième but. Mais qu'est-ce qu'on va dire de lui à la fin de cette Coupe du Monde? Parce que là, on est encore tôt, tu sais, on peut spéculer, etc. Oui. Mais si, mais c'est 15 buts comme la grande prédiction de Gabin. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Alors Gabin, il faudra respecter sa prédiction. Non, mais est-ce que s'il gagne la Coupe du Monde et qu'il fait une grosse Coupe du Monde en termes d'impact et de buts, Il sera BO, je pense. alors c'est un point, je suis pas, ça va dépendre de notre équipe. Mais, est-ce que il rentrera dans ce débat qui anime les réseaux aujourd'hui du meilleur joueur français, notamment en Coupe du Monde? Ah, c'est déjà le meilleur joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde pour moi. Oui, ok, mais après on rentre dans le débat de meilleur joueur français tout court. Ah, de l'histoire? Genre club plus sélection confondue. Ouais, c'est ça. Alors Non. c'est tôt. Moi j'ai entendu. Ouais, pas maintenant. J'ai bien aimé quand on a posé cette question à qui c'est mince. C'est un ancien de l'équipe de France. Je sais pas si c'est pas Umtiti et qui répond. Laissez-moi finir sa carrière. On en Ouais. reparlera après. On a le temps. Et je suis assez d'accord avec ça. Même s'il a déjà été, notamment cette saison, meilleur buteur de la Ligue des Champions, je pense qu'il lui manque quand même une Ligue des Champions remportée, carrément. où il a vraiment un énorme impact. De toute façon, Mbappé, s'il remporte une Ligue des Champions, il aura un énorme impact, c'est sûr, parce que c'est titulaire. Mais il lui manque ça, je pense, pour vraiment qu'on le considère peut-être comme dans le meilleur, je sais pas. Après, c'est un joueur qui crispe énormément. Voilà, c'est un joueur qui crispe énormément de gens. C'est un joueur qui brille tellement. Quand tu brilles autant, il y a très peu de joueurs qui va mettre tout le monde d'accord. Et même Messi au final. Oui, mais Messi, pendant c'est pas longtemps. autant. Mais non, Oui, mais- maintenant, il a 39 ans. On a tellement de recul sur sa carrière. Mais regarde à 25 ans, mais il y a 29 Ouais, ans. mais je pense pas qu'Mbappé, ce sera la même chose. Parce que Messi, il a Messi, quand même. il a pu enchaîner 4 ballons d'or de suite et il était quand même critiqué. Oui, mais parce que Messi, il a ce truc-là où c'est Messi, tu vois. Il a vraiment cette capacité déjà, il est beau à avoir joué beaucoup plus qu'un joueur comme Kylian Mbappé. Il a cette Maintenant, il y magie. a quelques années, Mbappé avoir joué, Oui, mais pas, c'est bien. jamais du niveau de Messi. Messi, il a ce truc, tu vois, ce pied gauche, c'est tellement un joueur élégant, Ouais. tellement un joueur Je qui suis fait d'accord. rêver tout le monde. Ouais, On ouais. est tous unanimes pour dire que c'est le meilleur joueur du monde, tu vois. Mbappé, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Il y a de la concurrence et malheureusement, tu vois, il a pas Pourtant, on a dit glané pendant quelques années, hein. Oui, mais il n'a pas glané les trophées en club suffisants encore pour qu'on le considère comme le meilleur joueur du monde, etc. Il y a encore trop de caractéristiques, de choses qui font que c'est pas le meilleur joueur Hein, du monde. j'ai fait une saison blanche. Voilà. Non, j'ai pas fait une saison blanche. Mais tu vois, c'est un joueur qui crispe énormément de gens. Il y a des gens qui vont plus parler de son contenu du match, qui c'est vrai est pas forcément exceptionnel. Il y en a d'autres qui vont être plutôt du parti qu'il a mis un doublé, dont un but exceptionnel et que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Chacun son camp. Je suis Moi, d'accord. je pense qu'il faut être mesuré, tu vois. J'allais te demander, tu m'ôtes les mots de la bouche. Le héros de ce match, enfin le meilleur joueur de ce match, comment on pourrait l'appeler Dans le contenu, tu veux dire ou Sur 90 minutes, qui c'est à la fin tu t'es dit merci d'avoir joué, enfin merci pour ce match. Si la France gagne, c'est grâce à toi. Si le Sénégal perd, enfin si c'est un Sénégalais du coup, si le Sénégal perd, ils auraient pu gagner grâce à toi. C'est qui était au-dessus du panier? Moi, j'hésite entre Upamecano et Lisa Mbappé. Tu vois. Ouais.
Parce que si moi j'aime bien récompenser les joueurs qui peut-être pas les joueurs de l'ombre, mais tu vois les joueurs auxquels les gens, les médias, les réseaux mettent moins de valeur sur leur match. Ou pas Mécano, je trouve vraiment que tu vois c'est le seul qui a été vraiment quasiment parfait de la première à la dernière minute. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai envie de le récompenser pour des hommes du match. Maintenant, il a des retours, mais allez regarder les retours. Je sais pas s'il a changé le match. Je pense pas parce que du coup c'est offensivement ça. Mais il l'a empêché de changer. Franchement, il est pas là en première mi-temps. Tu mets Konaté en première mi-temps, il y a pas 0-0 ouais, à la mi-temps. 0-0, c'est ça. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Mais si la France reste dans un mental correct et que Deschamps peut amener son impact à la mi-temps, c'est parce qu'il y a 0-0. Oui, c'est parce qu'il sort un match exceptionnel. C'est vrai. Moi, je dirais quand même que pour moi, ce qui a changé le match, c'est le coup tactique, le changement entre Olise et Dembélé. J'ai trouvé l'impact défensif de Dembélé exceptionnel et ça a permis, parce que Olise presse pas mal aussi, Doué, c'est un joueur de pression, on le sait. Ça a permis de vraiment cacher Mbappé qui du coup se retrouve à coulisser entre un peu buteur puis à gauche puis et pour finalement que son impact, son manque d'apport défensif soit camouflé. Oui. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant tactiquement parce qu'on a vu des passes Dembélé est plus bas que Koundé. Oui. Après pareil, Ousmane, c'est un peu comme Mbappé. Faut aussi mesurer son match. Il y a des gens qui disent qu'il a fait un match de merde où tu vois il a rien apporté offensivement, il a pas touché 500 000 ballons, etc. Tu vois pas le même impact qu'au PSG. Et il y a des gens qui vont te dire ouais mais vous le critiquez trop parce qu'il joue pas à son poste ou ouais mais les retours défensifs regardez ça a été bien, etc. Qui joue pas à son poste, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et je pense qu'il y a beaucoup de Portugais qui vont entrer dans cette tourmente aussi hors du PSG, c'est pas pareil. Mais parce que quand tu es dans un cadre aussi strict, aussi bien huilé que le PSG, tu peux pas en vouloir. J'ai du mal avec les gens qui disent qu'il joue pas à son poste parce qu'en soi Ousmane Dembélé c'est un joueur qui son poste de prédilection c'est l'ailier droit. Il a été formé à ce poste-là. Je suis d'accord, mais regarde où est-ce qu'il a gagné un ballon d'or, c'est pas en étant huilé. Oui, c'est en étant faux neuf, très bien, mais il aurait été faux neuf dans une autre équipe, peut-être qu'il l'aurait pas gagné. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, c'est parce qu'il est dans une équipe du PSG. C'est parce qu'il a Vitinha, Neves et Ruiz derrière lui. Voilà, et avec Vara, etc. C'est une équipe qui pense collectif, tu vois. C'est pas la même chose en équipe de France. Et il a accepté le fait qu'en équipe de France, il y a des gros noms à côté de lui, notamment Olise et Mbappé. Et c'est tout. Moi, en équipe de France, je suis désolé, comme je disais à l'émission Prono, je peux pas aujourd'hui mettre Mbappé et Dembélé face à face. Dembélé ne peut pas avoir, entre guillemets, le culot, parce que je vois les gens qui disent dans les réseaux que Dembélé il doit être le numéro 1, etc. Même s'il a un ballon d'or et que c'est le ballon d'or, tu vois, au vu de ses performances en équipe de France ces dernières années, il ne peut pas avoir le culot de venir devant Mbappé et lui dire « Mon gars, tu me laisses les clés de l'attaque à moi ». C'est pas possible, tu peux pas. Parce qu'Mbappé, il a tellement fait pour l'équipe de France, il a tellement répondu présent dans les grosses compétitions internationales, qu'au final, c'est lui qui doit les avoir les clés, il l'a prouvé. C'est comme ça, c'est un fait. C'est un fait, tu peux pas changer ça. Ousmane, il doit prouver, tu vois. Clairement, mais là, tu vois pas surtout quand tu vois qu'il y a des jeunes comme Olise qui arrivent et qui performent bien plus vite, il a d'autant plus à prouver. Tu peux pas venir comme ça directement en équipe de France et dire, ouais, ok, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai mis 7 buts en 10 ans, mais toi, oui, t'as mis 12 buts en Coupe du Monde, t'as ramené Coupe du Monde, je te prends les clés de l'attaque, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas possible. Dembélé, il doit prouver. Est-ce qu'on se rend compte que que Mbappé a 2 fois plus de buts que Dembélé en a dans toute sa carrière en équipe de France. Et c'est juste les buts de Mbappé en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, c'est ce que je viens de dire. Je me suis rendu compte que c'est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France grâce à ce doublé, 58 buts. Il passe devant Olivier Giroud. Ouais, il est maintenant à 15 buts en Coupe du Monde. Ouais, 15. Non, si, je crois qu'il a 15 derrière Messi. 14 ou 15 14, ouais. Donc il manque 2 buts pour égaliser Messi et Miroslav Klose. On aura un peu plus de Lionel après, mais... ouais, on va en reparler, ça vous en faites pas. Moi, je voudrais glisser un petit mot sur le coaching du Sénégal. Ouais. Parce que, j'allais dire, je reste sur ma faim. Quand je vois Ndiaye qui rentre et qui fait aussi mal pendant si peu de temps, il rentre à la 81e, je crois. Oui, il me semble. Je trouve ça dur. Je trouve ça tellement dur. C'est un joueur qui... Je trouve tellement... Il pèse sur une rencontre quand il est là. Et surtout, si tu le fais rentrer et qu'il peut jouer contre des latéraux français aussi mauvais, en France, faut le dire, c'était pas des beaux contenus qu'on a vus. Regarde Mbaye qui rentre, il fait son taf. Une contre-attaque contre un ailier, et il a bouffé. Enfin, contre-latéral, il a bouffé. Je suis d'accord avec toi, mais après, Iliman Ndiaye, c'est un joueur particulier, tu vois. C'est un joueur qui, au Sénégal, est considéré quand même comme un futur prospect, mais qui a quand même sa tendance, des fois, à faire des matchs, coup-ci, coup-ça, vraiment des bons matchs, mais par moments des mauvais matchs. Sa finale de Cannes n'était pas exceptionnelle, notamment. Il avait raté un énorme 1v1 contre Bounou. Oh là là. Et faut qu'ils ont perdu. Pardon, c'est débat. Non, faut pas. Chacun pense ce qu'il veut. C'est un joueur qui est pareil, voilà, il doit prouver en Sénégal. Il y a quand même du monde, il y a de la concurrence, parce que le Sénégal est quand même devenu une très très belle équipe au fil des années. Ouais. Je suis d'accord. Ils ont un banc de malades, tu vois. Ismaïla Assar, même s'il n'a pas fait un bon match au vu de sa saison, tu vois, exceptionnel. Sadio Mané, Nicolas Jackson, on en pense qu'on en pense, pareil. Il a mis un but, notamment un but hors jeu. Ouais, c'est ça.
Mais oui, C'est Iliman exactement Ndiaye, ça. c'est un bon joueur. Oui, il peut être titulaire dans cette équipe, il n'y a pas de souci, mais faut qu'il performe plus. Faut qu'il performe plus au Sénégal. Ouais. On passe au flop. Un flop, ouais. Moi, je vais commencer pour un petit flop. J'étais assez déçu que celui que je trouve, un joueur que je trouve exceptionnel, qui est un top milieu de terrain du futur, un top milieu de terrain du futur. Ouais. Ouais. Compliqué. Dans le dur. Première mi-temps plus facile quand tout le Sénégal était bien. Par contre, en deuxième mi-temps, fantomatique. Ouais, la deuxième mi-temps. Mais globalement, la deuxième mi-temps. Ouais, mais tu vois, il y a les deux gays qui sont plus montrés dans des récupérations, dans des casser des lignes une ou deux fois. Autant, je trouve que Camara, c'était vraiment de ça aujourd'hui. Du coup, j'étais assez déçu. Et justement, si tu vois, ce genre de gars, j'aurais préféré qu'il sorte plus tôt si dans un si mauvais match pour retrouver un Ndiaye en 10, tu vois. Alors, pas Matar Sarr aussi. Hein. Tout à fait d'accord, exactement. Je suis vraiment d'accord. Ouais. Non, mais ouais, il a pas fait sa deuxième mi-temps, ouais, elle n'est pas bonne. En plus, Pape Matar Sarr, il remplace Camara en finale de Cannes. Oui. Ouais, et c'est lui qui met le but. Non, c'est Pape Gueye qui met le but. Oh, trop de Pape. Ouais, malheureusement. Ah, le but, parce qu'il sera comptabilisé, parce que pour l'instant, il y a 3-0 pour le Maroc. Donc ça, on verra, c'est une autre chose. Mais ouais, donc toi, ton flop, c'est Camara. Moi, côté Sénégal, mon flop. Je dirais plus le. Ah non, allez, je reste sur Camara. J'ai dit le coaching, mais je reste sur Camara. Ouais, c'est dur de mettre flop. Je dirais quand même Ismaïla Sarr, parce que c'est devenu un très très bon joueur cette saison. Sa première mi-temps, globalement, ça va, elle est satisfaisante. Il a énormément provoqué, fait d'appels, etc. Balle au pied, j'ai trouvé que c'était pas le genre d'habitude, des prises de balles. Quand même, pas en première mi-temps, c'est des contrôles longs et tout. Ouais. Il voulait pas avoir la balle, on aurait dit. Il avait peur de la recevoir, stress de Coupe du Monde, je sais pas. Il fait une saison exceptionnelle avec Palace. Oh. Il finit meilleur joueur de la Conference League. Il la gagne avec Palace. Voilà, en PL, il avait plus de 10 buts. Le début de saison de Palace en première ligue. Qui était compliqué. Et lui, là, tu vois. Ah, bah, début de saison de Ismaïla Sarr, il survolait, oui, je crois survolait Palace. Ah, je crois que tu parlais de Palace. Bah, Palace, avec au milieu, il survolait tout le monde. Il y a eu un début de saison satisfaisant. Après, ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, finalement, ça a été quand même compliqué en PL, mais ils ont gagné la conférence, quoi. Il y avait le retour de Mateta plus régulier, moins de blessures, ça a rapporté un équilibre aussi. Et le spécialiste de Crystal Palace revient bientôt, vous inquiétez aussi, pas. Ouais, mais on regarde Palace, nous aussi, mais pas autant. Oui, il y en a qui regarde plus que nous, c'est vrai. Mais ouais, Sarr, il fait une grosse saison, donc forcément, il est attendu dans cette Coupe du Monde, voilà, pour porter le Sénégal. Clairement. J'ai pas trouvé que son match a été exceptionnel, sa deuxième mi-temps, je l'ai pas énormément vu. Voilà, Jackson serait dur de mettre en flop. Il a quand même proposé. Ouais, franchement, je suis pas fan du joueur de base. Moi non plus. Un buteur au jeu, comme des frappes dans tous les sens. Et vraiment, cette volonté d'aller faire quelque chose de cette balle. Ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout ça, justement. Non. Il y avait une peur un peu crispée dans son jeu et tout. Alors que Jackson, c'était vraiment la volonté on crée quelque chose, on fait pas rien de cette balle. Quoi. Oui, non, vraiment. Et je trouvais ça hyper intéressant. Sadio Mané, compliqué son match aussi, pareil. Mais, mais défensivement, il y a eu un impact. Sans lui, il n'y a pas que 3 buts. Hein. Mais après Mané, pareil, on attend beaucoup de lui. Il a quand même fini meilleur joueur de la dernière CAN. Donc forcément, on attend. C'est le leader technique, c'est le leader moral, c'est le leader du vestiaire. Qui provoque le penalty. Oui. Donc c'est pour ça. Penalty, pas penalty. Belle transition. Ouais, pour moi, ça peut siffler. Ouais. Parce que Mané, il touche pas le ballon, il déséquilibre quand même énormément. En fait, je pense que l'arbitre s'est arrêté sur ce contact. En fait, il y a le pied de Mané qui se pose juste devant Mbappé et la balle. Ça touche aucun des deux. Mais par contre, après, la seconde d'après, il va où Mbappé? Comment il passe? Bah oui. Comment il passe? Pour moi, ça peut siffler. C'est tellement litige. Ouais, c'est au bon vouloir de l'arbitre, mais je trouve ça dur de pas mettre penalty et je trouve ça dur de mettre penalty. C'est horrible. Franchement, c'est moi, j'aurais sifflé personnellement. Ouais, mais si tu m'expliques que pour telle ou telle raison, voilà, ça siffle pas, ça s'entend. C'est le problème de pas expliquer. C'est pour ça qu'il y a des stades maintenant, des ligues où l'arbitre a un micro et dit. Voilà, ils ont un micro, il disait genre after review. Ah voilà, là, il disait after review, pas penalty. C'était sûr. Oui, mais il y a des ligues où ils donnent une explication. Je veux dire que le joueur est tombé avant ou je sais pas quoi. Tu sais, au moins ça permet au public de pas rester dans le flou. Moi, je trouve ça bien. C'est vrai. Mais ça permet en fait une certaine transparence entre l'arbitre, le public, les joueurs, tout ça. Et même et l'arbitre, il doit réfléchir à sa décision. Il ne doit pas juste dire penalty, pas penalty. Il doit avoir une réflexion derrière et pouvoir l'expliquer. C'est vrai que pour un supporter ou pour même toute une personne neutre qui regarde un match, c'est assez frustrant quand t'as pas la raison pour laquelle. C'est ça. Généralement, même en Ligue 1 notamment, les arbitres ils viennent pas s'exprimer en fin de match quand il y a des polémiques. Ah oui. Et Dieu sait qu'il y en a des polémiques en Ligue 1 d'arbitrage, ils viennent pas s'exprimer. Donc oui, t'as ce sentiment un peu de frustration. C'est vrai que c'est un effort que peuvent faire les arbitres aussi, mais pour le coup, il y a quand même quelques nouvelles règles qu'il y a sur la Coupe du Monde qui sont pas mal, tu vois, notamment le fait que quand il y a la balle qui va en 6 mètres, en sortie de but, pardon,
et qu'on ne sait pas si c'est une sortie de but ou un corner, l'arbitre il demande à la VAR de vérifier. Alors ça c'est un truc des buts, mais ça, qu'est-ce que ça tend, mais important, que l'arbitre dit que, je peux pas revenir, bah c'est une touche ou un. Alors Ouais. touche c'est peut-être pas encore le cas du coup. touche, il me semble que si. Parce qu'il y a quelques buts où c'est des touches, il y a touche pour l'adversaire ou quoi, où il n'y a pas touche du tout, Si, je sais touche, pas. il me semble que si, Maroc Ok. Brésil, il y avait eu un Et- cas. Autre innovation de l'arbitrage que je trouve génial, c'est le hors-jeu semi-automatique. Oui, aussi. Mais merci qu'on n'attende pas 20 minutes pour avoir cet affichage et cette réponse de si hors-jeu ou pas. Non. C'est- Pour le moment, c'est une grande réussite. Il y a des choses, Franchement, il y a des ouais. choses qui sont intéressantes. Sinon, le hors-jeu de Messi, par exemple, mais dans une autre ligue, on aurait mis 4 ans à avoir le hors-jeu. Ouais. On n'aurait toujours pas l'image avec l'alignement. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et sinon, pour revenir sur les flops, Kalidou Koulibaly, j'ai pas trouvé son match aussi pareil exceptionnel. Ouais, vraiment dans le dur. Ouais, vraiment dans le très très compliqué ça C'est devient. duel contre Mbappé, il s'est fait bouffer, Ouais. mais il s'est fait bouffer. Mais c'est dur après, tu vois, c'est dur. Ils ont quand même tenu le rang. Je crois que le Sénégal fera une très belle Coupe du Monde, il n'y a pas de souci là-dessus. On leur souhaite, franchement, on leur souhaite Vraiment, parce on leur qu'ils ont su proposer tellement de beaux jeux. Enfin, la première mi-temps, c'est un seul tir pour la France, c'est Ouais. dire comment ils ont annihilé Je le crois 0 cadré, c'était la première Ouais. fois depuis plusieurs années que c'est Ouais. ça. Donc vraiment respect à cette équipe. 6 tirs, eux, et ils en font qu'un en deuxième mi-temps, si Ouais. tu vois vraiment le Ouais, mi-temps c'est un chacun. contraste, chacun sa mi-temps entre guillemets, mais je dirais quand même que la mi-temps de l'équipe de France a été plus forte que la première mi-temps du Sénégal. Moi, je vais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce que t'en tires comme bilan, si t'es sélectionneur de l'équipe de France, de cette dichotomie entre les deux mi-temps? C'est une mi-temps tellement belle et une mi-temps tellement mauvaise. Est-ce que t'en tires des choses bien ou des choses négatives? C'est-à-dire, explique-moi. On pourrait en tirer du positif pour dire entre guillemets que l'équipe a su réagir, tu vois. Mhm. Directement. Oui, alors là, c'est vrai que c'est mieux que ce soit première mi-temps mauvaise, deuxième bonne, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Voilà, l'équipe a su réagir, a su reprendre le contrôle du match aux Sénégalais. Je pense qu'il est conscient qu'il a joué une très très grosse équipe. C'était la première journée, le premier match de Coupe du Monde dans une grosse chaleur. Ah ouais. Face aux Sénégalais qui, eux, tu vois, sont plus habitués à ce genre de chaleur, tu vois, à l'échelle africaine. Je pense qu'il est conscient quand même que là, il y avait un gros adversaire et que bon, même si la première mi-temps est vraiment pas bonne, je pense pas qu'il en a tenu énormément rigueur connaissant Didier Deschamps. En tout cas, il en tiendra rigueur pour le prochain match, oui, mais je pense pas que ça l'a énormément dérangé non plus. Mhm. Et je pense qu'il a dû énormément apprécier la seconde mi-temps de l'équipe de France. Tu vois, ils ont vraiment su reprendre comme il disait, le fil du match. Ils ont maîtrisé les tempos, ils ont maîtrisé. Je pense que ce qu'il a dû encore plus apprécier, c'est quand Mbaye marque le 2-1, il y a le but direct après. Mais c'est Là, il a direct, vraiment direct. Il me semble que j'avais vu une vidéo sur les réseaux d'un supporter qui filmait le but. Et quand il filmait le but, tu voyais au fond, il y avait encore l'écran avec Mbaye buteur. Iliman Ndiaye. Non, c'était Mbaye buteur. Et grosse frappe d'Mbappé. Donc oui, je pense que Tiens, mais globalement, c'était un moment encultant. Vraiment, Voilà. quand il a tiré la balle en l'air, c'était suspendu. c'était incroyable. Non, le but est exceptionnel. Ah mais ouais, tu t'en sors avec une victoire contre le Sénégal, qui est peut-être le plus gros adversaire du groupe. Je pense que globalement, c'est positif. Ouais, moi je suis d'accord, c'est peut-être le plus gros. Après, ça va pas du tout être le même style de match face à la Norvège. J'ai regardé leur match. Et je contre sais pas l'Irak. ce qui peut être le plus piège. J'ai regardé Parce le que- match contre l'Irak, je trouve que c'est moins bon techniquement la Norvège, mais il y a énormément de grands Mais- profils. Ouais, c'est que et- des géants. Voilà, et ils ont une organisation tactique assez spécifique avec un pressing hyper intense. Oui, Alors hyper c'était l'Irak, donc ce sera peut-être pas la même face à la France. Et ils mettent 2 buts sur du pressing contre l'Irak. Ouais. Et Haaland, donc, il a quand même tendance à faire ce pressing-là, notamment sur leur deuxième but à la Norvège. Ouais. Haaland, il fait presser sur le gardien irakien. Le gardien irakien, j'ai l'impression qu'il a eu peur, mais c'est logique. Après, Haaland, il vient, il me fonce dessus, je m'écarte aussi. Hein. Je suis curieux de voir qu'est-ce que va faire Deschamps si on gagne l'Irak, parce que c'est notre 3e match la Norvège. Mhm. On sait que Deschamps il aime bien mettre l'équipe 13 il est capable d'appeler Tolisso Moi, juste je pour me le 3e demande- match. Hein. Moi, je me demande s'il va pas. Franchement, je te le dis. Hein. Non, moi, je me demande s'il va pas tourner pour le deuxième match contre l'Irak. C'est possible, c'est Moi, possible. je pense qu'il va faire ça. En même temps, une victoire, on est déjà qualifié. Hein. Si Déjà. on gagne l'Irak, on est qualifié. De plus, et même, je pense qu'avec un match nul, au vu des meilleurs troisièmes, etc. Ouais, mais alors là, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là aussi, c'est ça? Moi, je pense J'ai entendu que Mbappé peut-être pas titulaire pour l'Irak. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, faudra. Moi, je serais pas contre l'Irak, c'est ce genre de match où j'aimerais bien avoir une attaque bien différente avec peut-être, je sais pas, Mateta, un Cherki aussi, voilà. Thuram. Mais Pas les deux, pas Mateta et Non, Thuram en tout cas. c'est le nom des joueurs. Non, en fait, moi l'Irak, j'ai regardé leur match. C'est pas une équipe à sous-estimer, vraiment. C'est une équipe Qui a tout, ouais, qui joue c'est quoi, à 100%. Exactement, qui met pas de bloc bas, qui a pas mis de bloc bas en tout cas sur le match contre la Norvège, qui a vraiment joué Ils ont avec payé cher. Hein. ouais, avec ses forces, avec ses valeurs. T'as Ayman Hussein qui a mis un super but de la tête. Voilà, ils ont vraiment une bonne équipe qui propose du jeu, qui voilà, en transition a été très intéressante. Donc il faudra pas les sous-estimer. Bon, Deschamps, vu de son expérience, il sous-estimera aucune équipe. Mais quand je dis qu'il faut pas les sous-estimer, ça veut dire qu'il faut pas non plus mettre comme tu disais l'équipe 13 quoi. Au moins que tu gardes quand même un 11 qui globalement est cohérent. Ouais.
On a fait le tour? Ouais, après les flops, on avait parlé des latéraux français, mais Oui, on les avait déjà suffisamment évoqués, je pense. Ouais. Peut-être un petit mot sur Maignan quand même. Fait pas un match grandiose. Hein. Ouais, le but hors jeu, tu vois la main, Et il part du mauvais côté. Ouais, par du mauvais côté, Et donc il y a quand même deux grosses fautes de main. Il y en a une qui est hors jeu, mais l'autre, sur c'est le but, c'est une grosse faute de main. Et puis hein. la dernière action, là. Ouais. Il y a le sauvetage. Alors exceptionnel. Bah, alors il y a début de match, là, le but, enfin le presque but diac que la France a failli prendre. Aussi, donc, C'est quand même pas alors, rassurant. Ouais. La frappe elle est exceptionnelle. Autant s'il y a but. Ouais, c'est dur. Mais pas rassurant, mais on connaît Mike. Hein, Oui, voilà. vraiment Déjà, bon. on attend les pénaltys aussi. On sait qu'il est là aussi pour ça. Enfin, c'est un monstre dans la discipline. Ouais, exactement. On arrête l'émission hein. On parle pas du prochain match. Non, pas obligé. Hein. Non. Pas obligé de parler de. Non. Il a camouflé très son belle maillot de choix. l'Algérie. On va tout de suite passer à Argentine-Algérie. Donc la nouvelle première équipe de la FIFA. Juste avant le match, l'Argentine qui est passée numéro 1 au classement FIFA Ouais. contre la 28e. On se demande comment on est 28ème aujourd'hui. C'est vrai, j'ai pas tout à fait contenant. Mais donc 3-0. Triplé de Léo. Non, bah Messi, enfin, qui est 39 ans, 38, 39, bientôt 39, je crois. 22 jours, 24 jours. Ou 22, je sais plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne le ballon d'or dès maintenant? Moi, je suis pour. Hein. Le Moi, je suis super pour ballon qu'on d'or, arrête tout là. ce débat, on lui file et basta. On lui file ballon d'or, Coupe du Monde et on rentre chez nous. Joueur sensationnel. J'ai pas besoin de l'écrire Messi, mais ce qu'il a fait sur ce match c'est tellement extraordinaire avec le ballon. C'est encore le meilleur joueur du monde. Moi, je le dis. Peut-être je parle pas avec objectivité, je sais pas, mais c'est un magicien. C'est vraiment, j'étais comme ça dans le match, j'étais ébahi, quoi. Surtout avec une équipe qui joue pour lui à 100%. Mais oui, c'est ça qui est relation et tout le monde touchait la balle et c'était un 1-2 avec Messi. Quoi qu'on fasse, c'était un 1-2 avec Messi. Mais ça le met en valeur. Ils le mettent en valeur parce qu'ils savent que tu vois, c'est encore. Alors il bonifie tout ce qui touche, donc Oui, évidemment. c'est spécial. Tu peux pas. C'est pas un joueur comme les autres. Tu peux pas faire un collectif et chacun a son. Non. En plus, l'équipe d'Argentine, pardon, à côté, t'as pas non plus des extraordinaires individualités, tu vois. Donc forcément, il y a un Messi comme ça, tu es obligé de tout donner pour lui, par rapport à ce qu'il représente pour l'Argentine et ce qu'il a fait aussi pour le pays. Surtout avec cette compo assez rude quand même, on a 4 milieux de terrain. 4-4-2. C'est manque d'explosivité sur les ailes, donc c'était un jeu très resserré vers l'axe aussi. Et ça s'est vu parce que l'Algérie, quand ils ont eu le ballon, par moment, mettait souvent en danger l'Argentine, notamment sur les ailes, etc. Ouais, clairement, avec Medina et Montiel qui font pas des matchs faramineux. Et je pense qu'il y avait un coup à faire, mais l'Algérie n'a pas fait un bon match. Je préfère qu'on parle d'abord du match de l'Argentine. Moi, on va traiter le match de manière chronologique parce que le début de match était quand même fou. 2 buts refusés en 10 minutes. Ouais, 2 buts refusés, premier but de Messi. Un peu comme, de toute façon, au fur et à mesure du match, ça a été la même chose. Laisser Messi tout seul en 2026, moi je trouve quand même le choix tactique assez exceptionnel de laisser Lionel Messi tout seul. En vrai, qui avait déjà tenté ça? Mais je pense qu'en ces 20 ans de carrière, personne n'avait tenté ça. J'ai vu plein de coachs dire on a mis un marquage à 2-3 joueurs sur Messi, tu vois. Nous, on l'a laissé tout seul. C'est de l'innovation tactique, c'est exceptionnel. Sur les 3 buts, il est tout seul. Donc, un grand coup de chapeau à Mister Petkovic, pardon. Très grand tacticien. Donc, oui, Messi, premier but en jeu. C'était un avertissement, quoi. On l'a pas compris comme ça, visiblement. Ensuite, l'Algérie a marqué 2-3 minutes plus tard. Sur une passe exceptionnelle de Shaibi. Ouais, but de Shaibi, passe exceptionnelle d'Ibrahim Maza qui a été avec Shaibi, les deux seuls hommes qui ont vraiment été, je trouve, qui ont été satisfaisants, notamment Shaibi plus après la mi-temps, lui. Mais Maza, tout le match, tu vois, il a su provoquer, il a cette touche de balle, cette capacité à toujours jouer vers l'avant. C'est percé intérieur, là, mais c'est un joueur différent, Qu'est-ce qu'on en pense de son positionnement tactique assez différent de son habitude? Ah, Maza? Ouais. C'est un joueur qui n'a pas été tout le temps, même ces derniers temps, titulaire indiscutable en Algérie. Il a été remplaçant contre les Pays-Bas, notamment. On a du mal à comprendre pourquoi. C'est la stratégie Petkovic, tu sais bien qu'il aime bien mettre séance titulaire sur le banc. Exactement, je laisse Petkovic expliquer ça de sa manière. Qui sera d'ailleurs l'invité du prochain TTP. C'est faux, bien évidemment. Je mets mon veto là-dessus. Non, Maza, c'est un joueur particulier. Pour moi, c'est un vrai 10, tu vois. C'est un vrai 10 qui a cette capacité-là. J'aime énormément quand il touche le ballon. Sa première touche de balle, elle est toujours vers l'avant. C'est vraiment un joueur qui joue toujours vers l'avant. C'est très quittant, c'est génial. Un joueur qui joue toujours vers l'avant, qui propose des solutions, il a cette vision-là, tu vois, sur le but refusé, le trou qu'il y a, il est minime, il arrive à te l'envoyer à la bonne puissance.
À la bonne précision, c'est vraiment un joueur pour moi auquel on doit construire autour, selon moi. Est-ce que si l'Algérie avait peut-être aussi plus de qualité technique comme l'Argentine et qu'il proposait un jeu plus similaire à l'Argentine, c'est-à-dire un jeu qui passe 100% par son meneur de jeu, avec vraiment une implication dans 100% des cas, ce serait pas plus intéressant pour eux? Tu vois, avec comme une Argentine qui joue où tous les coups de l'Argentine sont passés par Messi. En tout cas, ça sera plus intéressant que le match qu'ils ont fait. Oui, ça c'est une certitude, parce que c'est le néant le match, clairement. Ça peut être intéressant à Maza, et tu sais, pour moi, techniquement, ça reste supérieur quand même à la majorité. Il n'y a que peut-être Marez qui est encore au-dessus. C'est pas le même style, mais oui, mais qui était technique, tu vois. Pour moi, c'est le 10 titulaire, il n'y a pas de souci là-dessus. La majorité des actions, de toute façon, elles passent par Maza. Oui, mais c'est pas ce même rôle quand même. Oui, c'est pas le même rôle que Messi, mais après, c'est normal. On va laisser un peu de temps à Maza qui fasse sa propre légende avant de le comparer à Messi. C'est notre Messi à nous, mais. C'est notre Messi à nous. C'est tellement. Non, c'est Lucas Zidane, ton Messi à toi. On va parler de Zidane après, mais c'est tellement un joueur sensationnel, tu vois. C'est vraiment un joueur différent, je le répéterai jamais assez. Et il doit être titulaire indiscutable, mais bon, il l'est pas. Pour revenir sur l'Argentine, gros match. Je rejoins la technique de Gabin. Ils ont fait un match très très agressif, c'est vrai, mais c'est leur style de jeu. La première mi-temps, ça a été plus ou moins bon. Je trouve que la deuxième, ils sont vraiment un peu montés en puissance. Ils ont un peu lâché sur les 5-10 dernières minutes, parce qu'ils gagnaient déjà 3-0. Forcément, quand ça passe par Messi, il fait la différence. Mais j'ai bien aimé les matchs de Rodrigo de Paul aussi. Ouais, le garde du corps qui a fait un match de garde du corps. Ça passe, elle est exceptionnelle sur le premier but. Ouais, grave. Elle casse toute la ligne, tu vois. Jusqu'à là, je trouvais que le plan de jeu algérien, si on pouvait appeler ça comme ça, tenait, tu vois. Il tenait quand même. Il y avait un but, il y avait quelque chose d'intéressant. Cette passe-là, elle a tout tué. Parce qu'en fait, le milieu algérien était exécrable. Mais a été vraiment exécrable. Ça veut dire que le double pivot, Boudaoui-Bentaleb, je suis très déçu du match de Boudaoui, qui a rien fait. Qui a littéralement rien fait, qui, je trouve même, a une certaine nonchalance par moment. Tu vois, le ballon là, il était juste à côté, il courait pas. Moi, j'ai comme vraiment, je sais pas si toi, ça t'a fait la même sensation. Moi, j'ai ressenti un peu, j'avais l'impression que l'Algérie respectait trop cette équipe d'Argentine. Ils sont arrivés, ils les respectaient trop, ils avaient Est-ce que c'est du respect ou est-ce que c'est de la peur? Parce que c'est quand même une équipe championne du monde en titre. On sait toutes les qualités qu'elle a, notamment par Messi. Mais c'est un peu des deux, ouais, c'est un peu des deux. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça passait plus par de la peur et puis peut-être de la peur de la Coupe du Monde aussi. Beaucoup d'entre eux sont leur première Coupe du Monde. Ouais, il n'y a que trois qui ont fait, deux qui ont fait un très mauvais match. Il y en a un qui est rentré. On se rend pas compte quand même de ce que c'est de jouer une Coupe du Monde. Enfin, c'est un truc. Le premier match de Coupe du Monde contre l'Argentine, ouais, c'est particulier. Faut pas un match contre les champions du monde en titre. Ouais, faut pas en tirer l'Algérie parce qu'il faudra se rattraper là, contre la Jordanie. Ouais, heureusement, franchement, je suis presque. Enfin, je sais pas ce qu'on veut dire. Heureusement pour l'Algérie de jouer la Jordanie avant l'Autriche, ouais. Parce que ça peut être. Autriche qui a fait un gros match, hein. Qui a fait un gros match, ouais. Qui sera un très gros adversaire. On avait dit, ça fait partie de ses plus gros duels de la deuxième place. Parce que là, il y a un premier assez évident. Assez évident. Ouais. Et deuxième place, c'est quand même. Je sais que toi, c'était ta grosse hésitation pour notre grande vidéo prévue. J'avais mis l'Algérie parce que je pense Parce que t'es algérien, juste. C'est vraiment juste ça. Hein. Non, mais en vrai, pour revenir sur l'Algérie, comme je disais. Le match est exécrable, je vais pas mentir, je préfère être honnête, dire les termes, le match est exécrable. Après, c'est pas une take très dure à prendre non plus, quoi. Exactement. Il y a aucun plan de jeu, il y a aucun tactique, franchement, j'avais l'impression de regarder une équipe qui avait pas de coach. Donc vraiment une équipe comme si, tu vois, ils avaient fait aucun entraînement, ou alors ils avaient fait leur propre entraînement à eux-mêmes, tu vois. Ils sont venus sur le terrain et. Moi, je pense qu'ils ont fait des entraînements comme la Tunisie avec les ballons dans les mains, etc. Il y a des vidéos qui sont passées, ils ont fait des entraînements NBA. Donc basket, les sports américains, tu vois, baseball, etc. Et donc ça, c'est ces entraînements de l'Algérie. Sur 90 minutes, l'Algérie, c'est un tir cadré, mais qui est validé par la FIFA plus tard, c'est-à-dire la gueule du match. C'est le 4e match de l'année où on fait 0 tir cadré. Je voudrais qu'on revienne sur le fait de match. C'est le potentiel carton rouge de Messi après son premier but. Ouais. Donc Messi en met 2 après le carton rouge. Si Messi prend le carton rouge, c'est pas le même match. Ça, il y a aucun doute. C'est une certitude. C'est le Togo. S'il prend le carton rouge, c'est pas le même match. Ça change complètement le match. Est-ce qu'il y a un rouge? Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a rouge? C'est la question à 1 million. Moi, vous savez, je ne veux pas rentrer dans une take Messi protégé par la FIFA ou que sais-je. Pour moi, c'est un fait que tu peux pas mettre rouge à Messi sur une action comme ça pour un premier match de sa dernière Coupe du Monde. Ça, je pense que l'arbitre, il l'a conçu, pardon. La FIFA, je pense qu'il a pensé à son avenir, à ses enfants, à tout ça. Exactement. Ça me surprend pas. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que si ça avait été un autre joueur argentin, il aurait eu rouge? Moi, je t'aurais dit, sans doute. Moi, j'ai vu nos confrères d'M6 proposer le moment coup de sifflet, ils appelaient ça. C'était un arbitre qu'ils ont
pris en consultant, qui donnait son avis avec des images spéciales, etc. Et ses arguments, c'était une image, une action, ça se juge à vitesse réelle, et donc pas aux images arrêtées. On voit la semelle sur tout le volet. Elle est impressionnante cette image, y a pas de doute. Si on voit que cette image, c'est haut mais ça glisse. Mais quand on regarde, voilà, c'est clairement ce que ça me rappelle. Mais c'est vrai qu'il arrive à 10 km/h. Pressing de Messi, il faut le souligner quand même. C'est un de ses seuls pressings. Ça, on en parle. Enfin, je peux en parler peut-être même là en profondeur. Messi, il est venu, franchement, il avait juste envie de nous casser le cul. Moi, je préfère être honnête avec vous, parce que j'ai jamais vu autant presser de ma vie, je crois. La première mi-temps, le mec il pressait de partout. Mais de partout, t'avais l'impression que c'était Martinez qui marchait. Il a jamais pressé comme ça en finale de coupe. Jamais! En finale de Coupe du Monde, il a jamais pressé comme ça. Après le but, il a même pleuré. Bon, ce qui paraît, c'était pour un problème familial. Moi, Bataïk, vraiment, il avait une haine viscérale contre l'Algérie. Je ne sais pas. Je sais pas pour quelle raison. Moi, je pense que c'est bien la tête de gamin, tout ça. Là aussi. Bon, alors, il a vu sur les réseaux que ça mettait que Messi était algérien. Il a juste voulu prouver que c'était pas le cas. Et, non, vraiment, c'est un joueur, franchement, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur inarrêtable. Mais j'aurais quand même préféré qu'il fasse au moins semblant et qu'il fasse un sort de marquage sur lui, parce que, au moins, on vous en aurait pas voulu, pardon. Là, vraiment, sur les 3 buts, il est tout seul. Ouais, je suis d'accord. Alors, sur les 3 buts, c'est un scandale! Oh, c'est un scandale! Bah, alors, dans son rôle, j'ai trouvé Martinez, dans ce rôle de pivot, qui n'est pas du tout le sien d'habitude, pour faire partie de Messi, pour ouvrir des espaces à Messi. Hyper intéressant. Ouais. Parce que Lautaro en Argentine, pareil, je suis pas très. Ouais, c'est clairement. Il faut bien qu'on lui trouve un rôle à Lautaro. Déjà qu'à l'Inter, c'est pas forcément convaincant toute l'année. Globalement, ça aussi c'est bon avec l'Inter, mais notamment je pense que c'est un joueur qui incarne trop par sa personnalité, par l'amour du club, etc. Et en vrai, bon, c'est un autre débat. C'est un débat complètement différent. Mais alors, moi, je vais te poser aussi, je vais lancer un débat. Est-ce qu'on est plus proche du penalty pour la France sur la faute de Sadio Mané, ou plus proche du carton rouge pour Messi? Non, pour moi, on est plus proche du penalty. Ouais, ok, bah voilà, je suis d'accord avec toi, mais ça permet de situer un petit peu des équilibres arbitrage qui, du coup, dans les deux cas, il n'y a pas eu. Oui. Et donc, dans les deux cas, on est plutôt d'accord tous les deux, je crois. Oui. Mais dans les deux cas, il pourrait y avoir aussi. C'est pas un scandale, c'est pas le scandale de l'année SIA, je suis d'accord. Maintenant, il faut des arguments. Si tu me dis qu'il y a dans les deux cas, je veux des arguments. Bah, je t'avais déjà expliqué tout à l'heure pour l'équipe de France. Pour moi, la faute. Non, mais c'était si quelqu'un dans le rang maintenant, il dit, dans les deux cas, il y a carton rouge et penalty. Oui. Il faut argumenter parce que c'est dur. Tu vois, pour moi, Messi, tu peux mettre rouge dans le sens où, quand tu regardes la vidéo, il y a la semelle qui est clairement sur le mollet, il s'appuie quand même dessus. Alors, il met pas toute sa force. Oui, c'est un fait, mais il s'appuie quand même énormément là-dessus. Sur son mollet, Issa Mendy, je trouve qu'il joue pas très bien le coup, mais Issa Mendy a globalement pas très bien joué, même son match, de l'exécrable. Mais Issa Mendy, pareil, ça fait 12 ans. Non, ça fait depuis 2021. C'est quand même compliqué en Algérie. Pourtant, il fait une grosse saison avec le LOSC. Il a fait un match horrible. Et j'ai pas envie de. Je dis, moi, le foot, c'est un sport collectif. On gagne ensemble, on perd ensemble, comme on dit, tu vois. J'ai pas envie de tailler tout le monde. Je suis d'accord. Et donc, ce que je vais faire, c'est te dire totalement l'inverse. Je veux un top, un flop. Algérien du match. Non, du match, cette fois. Bah, le top, Messi. Non, pardon, j'avais dit dans ma tête, hors Messi. Hors Messi, De Paul, alors. J'ai bien aimé ce match. Moi, je dirais pas ça. Enfin, vas-y, fais, dis-moi ton flop, et on discute de tout ça après. Mon flop, il sera algérien, forcément. Ouais, moi aussi. Mais j'arrive pas à choisir qui. Tellement moi, j'en ai un. Ils ont été tous mauvais. Moi, j'en ai un. Déjà, le match de Hadj Moussa, comme je disais, c'est une trahison. Franchement, vraiment, son match, c'est une trahison. Parce que. Moi, je pense qu'il est argentin, il a la binationalité. Il est argentin. Non, mais le peuple, depuis déjà, même les médias globalement font une telle propagande pour qu'il soit titulaire, et c'est à juste titre, parce qu'il avait quand même prouvé de très belles choses. Il y a eu ce but, sa superbe entrée contre les Pays-Bas avec ce but. Et puis sa saison tout court. C'est une propagande légitime. Petkovic l'a mis titulaire, c'était son moment. Il n'a pas fait du tout un bon match. On va pas l'incriminer, c'est son premier match en Coupe du Monde, pareil. Ouais, mais c'est là où je trouve ça dur. Enfin, d'envoyer au casse-pipe contre l'Argentine à la place d'un Mahrez où tu as plus de certitude quand même. J'ai vu les choses passer, que pour le deuxième match, Mahrez et Zerouki vont retrouver une place de titulaire. Ouais, mais c'est plus, moi je trouve ça, tu sais, pour le mental, tout ça, c'est pas bon d'envoyer au casse-pipe un gars comme ça. Contre l'Argentine en plus, c'est assez compliqué. Mais contre une équipe, c'est une équipe dure à jouer tout court. Enfin, je veux dire, c'est une équipe forte, mais dure à jouer. Mais après, tu vois, si on veut titulaire, c'est on attend aussi dans les grands moments, tu vois, dans les grands matchs. Ouais. Il n'a pas été bon, on va pas lui en vouloir, c'est pas le seul qui a été bon. Pas bon. Qui a été pas bon, oui. Donc les gens commencent pas à se dire que je me sais à faire un bon match. Si je dois sortir un flop, c'est dur. Tu veux que j'y aille d'abord? Boudaoui m'a déçu. Je dirais peut-être Zidane. Mais... Ouais, mais c'était le mien. En fait, pitoyable. Non, mais c'est un match pitoyable. Et surtout, quand tu vois son dernier match, où il a fait un gros match avec l'Argentine, avec l'Algérie. Ouais, les Pays-Bas. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve ça horrible pour lui. Parce que là, le match, il est catastrophique. Pareil, il y a peut-être le contexte Coupe du Monde où il a le premier but,
On peut pas lui en vouloir, il mange Si, la spéciale. si, non, il si, mange la si, spéciale de non, Messi. si, Ah, non, c'est non, Messi. le premier but, Oh, c'est Messi. Le problème, je suis désolé, Lucas Zidane, il a les grands mousses là, sur le match. Il a les grands mousses. Ah, il a mais les je suis grands d'accord, c'est Mickey, bon flop. il a les grands Mickey, et sur le premier but, je suis désolé, elle part en lucarne, si tu revois bien l'action, il l'a, je te jure, il peut la sortir. Il peut la sortir. Après, sur le premier but, c'est pas le seul fautif, parce qu'Ali Samedi, il a décidé de faire une Van Dijk, ça veut dire reculer. Voilà, reculer jusqu'à jamais s'arrêter. Voilà. Sur le deuxième but, il est fautif aussi, pareil, mais sur le deuxième but, je sais pas si t'as vu la vidéo passée, qui a fait, le mec qui a fait une analyse sur le deuxième but, il n'y a pas un blédard dans la zone, ça m'a fait rire, mais il a raison. Parce que sur le deuxième but, en fait, il y a le ballon qui revient comme ça, t'as McAllister qui contrôle, il y a 3 milieux argentins qui sont là. Ah, McAllister, c'est une charrette cette année. Et ouais, déjà. T'as le temps de sortir sur lui, hein, mais c'est une charrette. Il y a 3 milieux argentins tout seuls, un là, un là, un là, et tu vois, il y a un trou, il y a personne. Il y a personne. Parce que tu vois qu'il y a 3 joueurs en attaque qui sont là à droite, et les restes, ils sont en défense. Il y a personne au milieu. C'est-à-dire que, pour te dire à quel point moi je trouve que Boudaoui et Bentaleb ont fait des matchs assez mauvais, que ce soit tactiquement, techniquement, Bentaleb, pareil, c'est fatigant. Ça fait 12 ans, il est en sélection, on demande un bon match, un seul. Boudaoui, c'était normalement, on considère comme la valeur sûre, là, il a fait un match pitoyable. C'est pour ça. Ça fait tellement mal qu'à une lettre près, t'es Boudaoui et Bouadi. Un super crack, mais il a fait un match, Ouais, mais un match, mais. Et ça m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on a un joueur qui s'appelle Yacine Titraoui, qui est un super joueur, qui sur le peu de sélection qu'il a joué a été très très bon avec l'Algérie, qui fait une superbe saison à Charleroi, qui devrait normalement signer à Sunderland, et il le fait jouer 0 minutes. Dans les matchs de prépa, ça a été 0 minutes. Hier, 0 minutes. Il ne le fait pas. C'est le problème d'être. Ça me fatigue, parce on que sait pas non plus ce qui se passe en interne. Ça se trouve, c'est un gars qui bosse pas. Non, c'est titulaire indiscutable en Algérie. Dans un monde normal, Titraoui, c'est titulaire indiscutable en Algérie. Voilà. Et Petkovic. Bon, après, voilà, il y a Petkovic aux commandes, donc évidemment. Petkovic, écoute, moi, tu sais, je t'envoie un message. Je te regarde la caméra, mon ami, c'est ça, Petkovic. Ok? On est en début de Coupe du Monde. Déjà, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, il est là, hein. Il n'y a rien pour l'instant. T'as prolongé avant le début de la Coupe du Monde. Ah, tu prends 3 fois plus que tout coach en Afrique. On est au début de la Coupe du Monde. Voilà. Ce qui paraît, les conditions, c'est qu'il faut qu'on fasse 32e, non 16e de finale. Et ça, c'est très drôle. Anecdote vraie, parce que vu que cette fédération est très très drôle. Pour la prochaine CAN, on doit faire au minimum quart de finale pour que les conditions soient remplies. Et si on fait moins, il y a une possibilité pour que la condition passe si l'arbitrage a été mauvais contre l'Algérie. Je te jure, c'est pas des lol. Ah, des clauses. C'est pas des. Ah, c'est une clause, vraiment. J'aimerais pas lire c'est l'astérix avec le truc où c'est écrit en tout petit en bas. Oh là là, ça va être long, hein. Ça doit être long. Donc lui, il prend un salaire de fou à l'échelle africaine, même à son échelle à lui. Ah oui, bah à son échelle tout court, enfin à l'échelle d'un coach, d'un sélectionneur. De 100 000 € quasiment, c'est insensé. Malheureusement, c'est un coach mauvais tactiquement, c'est un fait. C'est un coach qui connaît même pas son équipe. C'est un coach qui connaît pas le contexte africain, connaît pas l'Algérie, connaît pas les points forts, les points faibles. Sa liste, moi, tu vois, l'absence de Bounedjah, je trouve ça c'est dramatique. Ça veut dire que le mec, à la CAN, notamment contre le Nigeria, avec l'équipe physique et le Nigeria, il me met Amoura en 9 tout seul. Amoura, petit profil, il me le met en 9 tout seul. C'est-à-dire pas accompagné. Bounedjah, il rentre, tu vois que ça change un petit peu le match. Il tente, il tire, il a le profil vraiment. Tu vois, ce profil-là, on n'avait pas en Algérie, il est là. Là, tu mets Gouiri, pareil, j'ai vu plein de gens critiquer Gouiri à juste titre. C'est vrai qu'on peut ouvrir le dossier Gouiri en sélection, parce que c'est vraiment pas bon. J'allais parler de ça par rapport à mon top, qui sont Lisandro Martinez et Romero, qui ont fait un match hyper solide. Leur sortie, quand ils sortent sur les attaquants algériens, mais ils coupent les attaques tellement haut sur le terrain. Ouais, tu vois, je crois qu'il a touché 3 ballons dans la surface, Gouiri. Il a été catastrophique, mais Gouiri, c'est compliqué en ce moment. Mais pareil, Gouiri, pour moi, c'est pas un 9. Ça peut être un 9,5, tu vois, comme Ousmane, par exemple. Mais c'est pas un 9. Oui, mais avec un Maza derrière, moi, je suis pas forcément con. Tu sais, avec un 9 qui peut redescendre et un 10 qui peut prendre sa place pour. Oui, mais moi, je pense qu'il devrait. Comme un Kane et un Bellingham dans Angleterre-Croatie, cette entente, cette alchimie entre les deux, j'ai trouvé ça exceptionnel. Gouiri. Entre un 9,5 et un 10,5. C'est un faux 9, un 9,5 et un faux 9. Après Kane, c'est différent, tu vois, c'est 50 000 classes au-dessus. Mais Gouiri, c'est. mais Bellingham aussi. Oui, c'est vrai. Gouiri, tu vois, pour moi, ça doit être un 9 qui doit soit accompagné, soit jouer dans un profil assez différent. Ouais. Et tu peux pas le mettre 9 tout seul comme ça. Et contre l'Argentine, c'est pas possible. Après, moi, je pense que contre la Jordanie, il peut faire des. Parce que en qualité d'élimination et de création. C'est un super joueur, mais moi, à partir de la 15-20e minute, j'ai compris qu'il allait faire un match invisible. Gouiri, quand il est comme ça, là, franchement, il est dans ce mood-là, je sais qu'il va être invisible. Sinon, le reste, qu'est-ce que je te dis, les rentrées, ça n'a pas changé grand-chose. Avec Nouri, ça va, j'ai bien aimé son match, c'était pas non plus catastrophique. Le reste, Aïssa Mendy, nul à chier. Ben Sebani revient de blessure, donc je vais pas lui en vouloir.
Puis il y avait qui à gauche, Aibi, ça, je disais sa première mi-temps c'était bien, je ne vais pas l'incriminer. Et Petkovic, voilà, je vais pas critiquer maintenant, même si je pourrais critiquer, j'ai critiqué, je critiquerai. Je vais pas critiquer, Mais mais je je te vais voir les. Ça va, ouais. On va le critiquer, oui, parce que c'est obligatoire. Hein, il me pousse à le critiquer. Hein. T'as l'impression qu'il fait exprès. Il a envie qu'il se fasse critiquer. On va attendre la fin de la Coupe du Monde pour dresser un bilan de l'Algérie. Pour l'instant, c'est faible. Il y a moins 3 de différence de but et Dieu sait que c'est important pour notamment les 3e places, etc. Carrément. Si tu finis 2e, il y a un monde très très élevé où tu vas jouer l'Espagne, donc tu sortiras en 16e. Je suis désolé. Hein. L'Espagne qui n'est pas encore premier, hein, Oui. avec la gueule de ce premier match. Oui, quand même. Ils On finiront va premier. voir je quand pense. tu auras Yamal et Nico Williams sur 90 minutes. Exactement. Mais ouais, globalement, premier match décevant. On va pas enterrer l'Algérie tout de suite. La Coupe du Monde vient que de commencer. Tu as joué les champions du monde. Ça s'entend. Tu peux perdre, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai accepté le fait qu'on peut Tu peux perdre 1-0 quand c'est Messi. Tu peux perdre 2-0 quand c'est Messi. Tu peux pas perdre. Ah si, tu peux. Tu peux perdre. En plus, c'est Messi, tu vois, donc tu peux perdre. Maintenant, c'est la manière, vraiment. Et je trouve vraiment le match hyper décevant et honteux dans la manière et dans l'envie. Ouais, je suis d'accord. Ils sont mis sur le C'est terrain. ça, c'est une Coupe du Monde. En fait, quand tu vois d'autres petites équipes, et des bien petites équipes que l'Algérie, face à des adversaires au moins aussi forts que l'Argentine, Ouais. et montrer des visages exceptionnels, une envie, une rage sur le terrain. Tu vois, comme le Je Cap-Vert. pense au Congo, je pense au Cap-Vert, je pense à Curaçao, qui en prend 7 et qui fait un match mais de bonhomme. Surtout Franchement, le ils peuvent premier repartir mais la mi-temps, tête ouais. haute, mais de Ouais. bonhomme. Bah, ils ont fait un meilleur match que nous. Ouais. Ouais, clairement. Moi, je pense, tu vois, bon, il y aura peut-être une émission demain, donc on en parlera un peu plus, mais l'Algérie fait partie des flops de cette première journée. Je vais te demander un petit mot de la fin. Petit mot, je te rassure, parce que on va tirer donc notre meilleur joueur de ce match encore, même si là il est plus simple à déterminer, je pense. De quel match Bah, d'Argentine-Algérie. Algérie. Bah, Messi. Je réponds quoi On d'autre s'arrête sur Messi. On s'arrête sur Messi. Tu voulais peut-être lâcher un petit mot sur Maroc-Brésil ou... On peut faire un petit mot sur Maroc-Brésil. Moi, j'ai envie de parler que de Bouhaddi. Alors, Que de Bouhaddi. on pourra parler de Bouhaddi après. Moi, je dis globalement, le Maroc, c'est une superbe équipe. Mérite mieux, mérite amplement mieux. Après, Mérite peut-être même la victoire. Très grosse première mi-temps. Très grosse première mi-temps. Peut-être la meilleure première mi-temps que j'ai vue dans cette Coupe du Monde. Voilà. Non, Angleterre-Croatie. Non, mais je parle d'une équipe. Ah, ouais. Ok, d'une équipe. Vraiment, ils ont annihilé le Brésil. Ils ont asphyxié le Brésil pendant 30-35 minutes. Ah bah, il y a une chevauchée folle qui conclut un but, mais c'est tout. Hein. Du Brésil. Ouais. Oui. Et parce que voilà, ils ont tellement de grosses individualités. La majorité ne performe pas au Brésil, mais bon, la Vini s'est réveillé contre le Maroc. J'ai très bien aimé le match du Maroc. C'est un Maroc qui, sur le papier, c'est la même équipe quasiment qu'à la CAN, mais c'est un profil différent, tu vois. Parce que Walid Regragui, c'était plus un coach qui prenait il y avait une grosse base défensive, mais offensivement, dans la construction, il n'y avait pas non plus, c'était pas la joie de vivre. Wahbi Wahbi, tu vois, c'est un coach qui prône beaucoup plus le jeu. Voilà, qui essaye techniquement, c'est propre. C'est très propre. C'est Il y avait Monsieur Chauve. Il y avait une philosophie de jeu bien plus claire qu'avant, quoi. Voilà. Maintenant, le point faible du Maroc, je l'ai toujours dit, et ça s'est vu déjà dans les matchs amicaux, depuis que Mohamed Wahbi est arrivé, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des temps faibles. Ouais. Une mauvaise gestion des temps Alors, faibles. ça vient peut-être d'une défense aussi un peu moins solidement avec moins de sérénité, non? Je n'ai pas aimé le match d'Idrissa Diop. Bah, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai aimé son match. Chadi Riyad, j'ai bien aimé Riyad son aussi. match. C'est un super T'as aimé? Ouais, moi j'ai bien aimé dans la relance et tout. Oui, dans la relance, mais défensivement, j'ai trouvé que c'était compliqué dans les sorties et l'alignement et tout. Sur le but, Diop, j'ai trouvé fautif parce qu'il attaque pas Vini. Ah, mais il est fautif sur tout le match pour moi. Il est fautif des titulaires. Ouais, et on n'a pas le choix parce que c'est le point faible du Maroc pour moi. Après, Ah oui, clairement. Non, mais alors dans ce Maroc-là, c'est le point faible. il y a une Boudlal que Wahbi n'a pas pris, je trouve ça dommage vu sa saison à Rennes qui est très bonne. Ouais, c'est ça. Mais ouais, des matchs exceptionnels. Je sais pas qui tirer en. Tu sors un top et un flop? Ouais, moi je peux. Un top Maroc, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Je dirais en top. Ah, moi en top au Maroc. J'hésite. Alors Boadi, il est dans les tops, tu pourras en parler un peu plus en profondeur après. En fait, les gens ont découvert Boadi maintenant. Moi, on connaissait déjà en Ligue 1, voilà, on connaissait. C'est un crack générationnel, là-dessus on est d'accord. Alors, c'est ses premières sélections, donc peut-être au Maroc aussi ça le découvre. Il a été extraordinaire. Premier match de Coupe du Monde, s'il vous plaît, mesdames et 18 ans. messieurs. Extraordinaire son match, tu vois. Mais moi en top, Ça crinière là, il parce que tout le monde met Boadi en top, je vais innover un petit peu. J'hésite entre El Ainaoui et Mazraoui. Ah, mais j'ai trouvé, bah tu vois, je vais revenir à mon truc de chien et chat. El Ainaoui, c'est un joueur Mais exceptionnel. les deux dans leur rôle, mais trop bien. Mais dis-le à ma place. El Ainaoui. Plus haut sur le terrain, un peu comme un Rabiot du coup, Ouais, mais lui, qui apportait tellement offensivement, mais le des solutions de volume partout, mais volume grave, de mais jeu grave, de El mais grave. Ainaoui. Il court de partout. C'est vraiment. Franchement, mais il a fait 90 minutes de la deuxième mi-temps de Rabiot.
Oui, mais vraiment. C'était exceptionnel. Un bulldozer. Le mec, Il a éteint le milieu brésilien, mais il les a fait bulle bas. éteints. C'est Di Maria et Casemiro, ils sortent si tôt parce qu'ils se font éteindre. Pour anecdote, son père, El Ainaoui, c'est un ancien joueur pro de tennis qui a joué l'US Open, Wimbledon, qui a fait un gros parcours à Wimbledon, il me semble. Donc, ouais, El Ainaoui. Mais, C'est énorme du coup. Ouais. Ok. Depuis qu'il est arrivé au Maroc, donc l'année dernière, on va dire ça comme ça, très très bon. En fait, il continue sur sa lancée. C'est un très très bon milieu de terrain. C'est exceptionnel d'avoir El Ainaoui au Maroc, que j'ai trouvé. Pas sûr qu'il reste à Rome après cette Coupe du Monde. Bah, il a dit en conférence de presse qu'il voulait rester. Alors, il a une certaine particularité, c'est qu'il joue pas titulaire à Rome. Ouais, bah il y a Manu Koné devant lui. Il y a Manu, mais non, mais après, joue un peu le même rôle. on connaît Cristante aussi. Ouais, mais avec Cristante, il joue un petit peu plus bas. Ouais, mais Gasperini, il a dit que. Il est raciste. Je plaisante. Chacun sa take. Hein. Non, mais il a dit que voilà, selon lui, El Ainaoui était mal revenu de la CAN et que c'est compliqué de faire jouer des joueurs qui reviennent de la CAN, etc. Bah, normalement, c'est titulaire indiscutable à Rome, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai bien aimé du coup son match à sa complémentarité avec Boadi, comme Ouais. tu disais. Je suis vraiment d'accord. Maintenant, Mazraoui, le Hej, quel joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur exceptionnel. En fait, je trouve, voilà, c'est un joueur qui garantit un 7 sur 10 à chaque match. Moi, je le vois comme ça, Mazraoui. C'est un joueur, c'est 7 sur 10 à chaque match. Les Algériens pouvaient avoir un quart de la détermination que à Mazraoui. C'est un joueur. En fait, c'est un Il y a joueur. Il y a de Il y a deux. deux. C'est un joueur tellement magnifique, défensivement, dans l'envie, et tellement intelligent sur un terrain. Tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Vraiment, il a. Mais c'est l'âme de ce Maroc. Je trouve qu'il a- C'est le cerveau du Maroc. Ouais, tu vois, c'est vraiment, c'est un des leaders du vestiaire. Il a énormément d'expérience. Ça sent vraiment sur le terrain. Il est sage, tu le vois, même en dehors du football. C'est un homme qui est très très sage. Et il t'a apporté, tu vois, il t'a apporté énormément dans le leadership. Techniquement, c'est un très bon joueur. Il t'a Dans le calme, dans un match comme ça où tu peux péter à tout moment. Il a foqué Rafinha. Et je pense que ouais, lui, il incarne le calme. Ouais, il a aussi. Je pense qu'il prend pas cher dans toute l'équipe. Ça s'est Exactement. ressenti. Il y a des actions. Je pense qu'il est pas là. Ça part en mini bagarre et après tu sors ton match. Enfin, Ouais. le match est plus pareil, quoi. C'est une des forces Tu du vois, Maroc. il y a deux, trois je te comprends encore. Il y a deux, trois passages où tu le vois gueuler sur les gens pour se replacer ou quoi. Et je trouve ça tellement important dans une équipe, surtout une équipe comme le Maroc qui a moins de certitude que d'autres équipes, même si ça devient vraiment hyper armé. Je sais pas, peut-être moins de certitude que la France, que l'Espagne. Oui, là, Et grâce à des rôles comme ça va permettre de step up vraiment dans le Hakimi, il a ce rôle, tu vois, aussi en tant que capitaine. Je l'ai vu notamment sur une action, sur une perte de balle d'El Khanous, où il crie sur El Khanous pour la perte de balle. J'adore ces images. Tu vois, c'est Hakimi, Bounou aussi, qui est pour moi le meilleur. Mais c'est pas la même intelligence tactique, Mazraoui oui, et Hakimi quand même. Bounou l'a beaucoup, c'est vrai, Bounou l'a beaucoup. Qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du Maroc. Enfin, je l'avais déjà dit, c'était maté, c'est tellement. C'est pareil. Ça s'entend. Lui, il te garantit 9 sur 10 à chaque match. Et quand il est actif, c'est trop. C'est encore pour moi des meilleurs gardiens du monde. Bah, le Maroc ne va pas en demi-finale en 2022. Déjà, le Maroc ne va pas en finale de Cannes sans lui. Le Maroc ne tient pas jusqu'aux prolongations sans lui. Et le Maroc est trop fort avec lui. C'est juste un gardien de zinzin. Et pareil, tu vois, je disais souvent en Algérie, il va falloir bien faire la transition de Raïs Mboli, qui était exceptionnelle avec l'Algérie. Ils ne l'ont mal faite. Je reviens sur le Maroc. C'est vrai ça. Très, très mal. Je reviens avec le Maroc. Bounou a 35 ans. Va aussi falloir bientôt faire la transition de Bounou. Il va falloir trouver sa relève. Pour l'instant, au niveau du deuxième gardien, il y a Mounir El Khajaï, qui n'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas du tout exceptionnel. Bah, en fait, non, mais c'est surtout qu'il faudra savoir s'adapter à qu'on soit autour d'un gardien qui est ta sérénité principale. Qui est Enfin, vraiment je serein. pense que voilà, on parlait tout à l'heure, tu coches une feuille de match, tu mets Bounou, et après tu mets le reste. Tu mets Bounou, exactement. Tu mets Bounou, Hakimi, tu mets le reste. Parce qu'Hakimi sur le papier, tu es obligé de le faire jouer. Oui, mais enfin, voilà, je pense que le premier nom qui coche, c'est clairement Mais vraiment gros match dans le pressing. Tu me donnes un petit flop Marocain ou dans le match? Dans le match. En vrai, je vais parler d'un Brésil. J'ai pas aimé leur match, plus un petit peu leur deuxième mi-temps, parce que le Maroc, physiquement, tu les sentais un petit peu fatigués. Ouais, bah, c'est l'intensité qu'ils mettaient dans la première aussi. Voilà, bon, gros match de Saïbari, je vais pas parler de Saïbari. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il faut dire un mot, mais avec cette activité, Il est partout, hein, tu vois. mais grave. Saïbari, tu vois, je disais, j'ai pas Je aimé l'ai ça. rarement vu dans ce rôle. Oui, parce qu'il jouait. Ce qui m'énervait avec Walid Regragui, c'est qu'il jouait ailier gauche à la CAN. C'est pas du tout un ailier gauche. Déjà, faut savoir que Saïbari, ça s'est vu, je suis pas nutritionniste, j'en ai rien à foutre, mais il a 10 kilos en trop. Voilà, à la CAN, c'était vraiment gros, quoi. Tu vois, la carcasse bougeait. Il a pas fait du tout une bonne CAN, j'ai pas aimé sa CAN. Là, tu sens qu'il a maigri. Vraiment, il a maigri, Ouais. il a vraiment perdu du poids. Explosif dans son pressing. Il a énormément couru, il a fait énormément d'efforts défensifs techniquement. Ouais. Saïbari, c'est exceptionnel. Le but, c'est un but de très bon joueur. Clairement. Il y a le petit pont là, tac, Ouais. magnifique. Il va signer au Bayern. Ah, je savais pas. Il va signer au Bayern là, pour 55 millions On d'euros. va passer Nicolas Jackson en doubleur. Ouais, doubleur peut-être d'Harry Kane. Très intéressant. Puis là, c'est officiel. Et puis c'est un profil polyvalent quand même. Je pense que tu vois, dans un Bayern, il pourra plus s'épanouir sur Il une peut aile, jouer quoi. 9, faux 9, 10.
Et ailier gauche, oui. Bon, Ouais, mais dans un collectif bien huilé comme le Bayern, où il y a beaucoup de permutations et tout, ça pourrait déjà plus le faire. Exactement. Donc j'ai bien aimé son match en Mais activité si tu dois physique. coller Il a la beaucoup ligne, plus couru que d'habitude. Brahim, j'ai plus aimé sa première mi-temps que sa deuxième. Il est sorti vite. Pareil, Khanous, ça allait son match beaucoup mieux que d'habitude. Et sinon, globalement, j'ai un flop. Moi, mon flop, c'est Sadio. Pour moi, c'est vraiment celui qui a, je vais pas dire plombé le Maroc, même s'il est fautif sur le but, mais. Mais je trouve ça intéressant de mettre Diop parce que c'est vrai qu'il dénote vraiment dans cette équipe du Maroc. Ouais, sur ce match-là, il est. À 10, du coup, finalement. C'était gênant. Mais 10 mecs, mais 10 battants. Ouais, c'était 10 battants. Sur ce match, c'était gênant, Diop. C'est le mot. Beaucoup trop de passes en retrait, prenait pas beaucoup de risques. Quand il les prenait, c'était faible techniquement. Le nombre de fois où Hakimi il a dû venir couvrir derrière des erreurs, des choix. Il y a la fameuse relance en arrière là où ça a failli profiter à Rafinha. Je pense qu'il n'y a pas Bouhaddi non plus. Ouais. Je sais pas s'ils en prennent qu'un, parce que le Brésil, même sans être majestueux. Parce qu'il y a les individualités. Voilà, c'est ça. Et Vinicius, une fois qu'il fait une percée, et Rafinha il peut le faire pareil. Je pense que voilà, c'est. Mais voilà, justement pour revenir au Brésil, si tu dois prendre un flop, pour moi c'est Rafinha. J'ai pas aimé du jeu. Ah, moi je vais mettre Igor Thiago. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il a perdu sa. Je pense qu'il sera plus titulaire. Ah ouais. Je pense qu'il a niqué son jeu de fer. Effroyable son match. C'est pas possible de. C'est effroyable. Ouais, en vrai, Igor Thiago, c'est chaud. Mais moi, je comprends pas comment on peut ne pas prendre le meilleur neuf brésilien et un des meilleurs neufs de la planète. Pour moi, c'est le plus gros scandale de toutes les listes qu'il y a eu. Tu prends pas Joao Pedro et regarde avec quoi tu te retrouves. Igor Thiago. Non, vraiment, son match est affreux. Quel match, mais c'est pittoresque. En vrai, c'est le pire joueur du match, mais je voulais mettre plus en avant Rafinha parce que on attend Rafinha. Je suis d'accord. Sa saison est compliquée. J'ai trouvé tellement, j'étais obligé d'en parler, j'ai trouvé tellement, ça faisait mal aux yeux, quoi. Ouais, je regardais pas, j'étais un peu comme ça. Non, je veux pas voir ce qu'il va faire avec la balle. En 20 ans, tu passes d'R9 à Igor Thiago. Oh. Mais pour revenir sur Rafinha, je le mets en flop. Il a pas fait un moins bon match qu'Igor Thiago, mais comme c'est un statut qui est largement différent d'Igor Thiago, on attend énormément de Rafinha. Ça fait partie de ces grosses individualités là au Brésil, ou même avec Vini. Hein. C'est des joueurs qui performent pas autant avec leur sélection qu'avec le club, tu vois. C'est un problème institutionnel, le Brésil. Vini a fini homme du match, on connaît généralement ça donne le trophée d'homme du match, voilà, au nom de la notoriété, etc. Pour moi, c'est Bouhaddi l'homme du match, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Rafinha, son match est exécrable. Il a entre guillemets, le point positif, on va lui accorder ça, de presser, d'énormément presser. Ouais. Mais techniquement, c'est compliqué. Ouais, mais j'avais pas trouvé son pressing forcément bon parce que le Maroc était tellement bien huilé que tu vois, tu repassais par Bouhaddi, par Hélène. Oui. Je vais mettre mon running gag, je vais t'essayer de dire tout le long de la Coupe du Monde, c'est toi qui vas dire à ma place. Tu vas y arriver, t'inquiète. Non, mais ça m'amuse que tu le disais à ma place. Franchement, c'était encore au crédit du Maroc, mais de résister à un pressing parce que j'ai vu Vini presser 2-3 fois. Ouais. Et Vini qui presse, mais bon, le jeu, ça fait peur. Ouais, il court tellement vite ce bonhomme. À partir du moment où il presse, c'est qu'il sait que l'équipe, le début de match était assez compliqué. Tu vois. Ouais, bah c'est ça, et je pense que si le Brésil était vidé, il aurait pas pressé. Non. Sinon, en autre flop brésilien. Moi j'en ai un. Guimaraes, Paqueta, j'ai pas aimé. Après un ouais, c'est vrai, mais j'allais mettre Guimaraes justement. Parce que c'est tellement. En fait, c'est pas forcément de sa faute, mais c'est tellement fait bouffer que c'est compliqué. C'est... Le mot est juste, hein. Les termes sont là. Gabriel aussi, au vu de son statut, Gabriel, sa saison extraordinaire, j'ai pas aimé son match. Ouais, mais moins fautif. Moins fautif. Sur le premier but, comment il se fait prendre de vitesse par Saïbari quand même. On n'est pas sur le joueur le plus rapide, hein, Saïbari. Hein. Il a perdu 10 kilos. Ouais, c'est vrai. Bah, vraiment, ça s'est vu. Il aurait ses 10 kilos en trop, il aurait jamais pris de vitesse, Gabriel. On sort un héros Un héros. Ouais, je sais pas comment on va l'appeler. J'ai envie de retrouver une appellation spéciale. Non, ouais, du match. J'ai trouvé un truc. La star. L'éclair. La lumière du match. La star, c'est bien. Allez, on reste sur la star. Moi, alors, c'est Vinicius la star. Ouais, c'est vrai. Non, moi, quand même, je veux mettre en valeur le match de l'Aïnaoui, quand même. Ok, bah, tant mieux, ça me va. Moi, ça me va parfaitement. C'est Bouhaddi, comme notre complémentarité pendant cette émission. Exactement. Digne de Xavi et Iniesta. Ou alors d'un autre duo très célèbre de Newcastle, dont on va nous donner un petit mot. Si, c'est Dembaba, ouais. Non, ouais, c'était très sympa cette petite émission à deux. Je sais pas ce que tu en as pensé. Franchement, c'était hyper intéressant. Alors, il y a d'autres matchs qu'on n'a pas pu décrypter parce que ça viendra plus tard. On va réitérer ce format. Angleterre-Croatie, peut-être je sais pas si on va en parler, mais qui a été aussi peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde depuis le début. Ah ouais, de très très belle équipe. La Croatie qui a mis des super buts. Ouais, allez, 2 buts. Vraiment exceptionnel. Le premier de Baturina, Voilà, t'as eu Côte d'Ivoire-Équateur, t'as eu le Congo, magnifique le Congo, le 1, le Cap-Vert aussi, 0-0. Ouais. T'as eu la Turquie qui a perdu contre l'Australie 2-0 dans un très gros bloc bas australien, mais ils ont été efficaces dans les deux surfaces. Clairement. Donc ouais, il y a un Pays-Bas-Japon intéressant. Ouais.
Très bon match. Je pense que beaucoup de gens ont perdu de l'argent sur ce match. Le Japon, c'était un peu compliqué, première mi-temps, je trouvais. Moi, j'ai vu plein de trucs passer. C'est, tu sais, POV, tu gagnes 2-1 contre le Japon à la 85e minute et cet opening se lance. Enfin, cette OST, là, c'est la musique d'Inazuma Eleven ou d'un manga japonais. J'aime bien ça. Tu sais que t'es fini. Quand il y a une équipe qui marque et le son du stade, ça fait référence à une musique qu'un pays a choisi. Oh, Par exemple, la mal. Côte d'Ivoire, quand ils ont marqué, il y avait la musique Coup du marteau. Le Mexique, le premier match du Mexique, je sais pas si t'entendais le but, il y avait Ouais, si, oui, c'est vrai. Chaque Mais équipe, je pensais que c'était, j'ai mis sur réflexion sur eux, mais je pensais que c'était au Mexique, donc c'était différent. la France, ils ont une musique, je préfère pas la chanter là, mais c'est non. Allez, je on va pas chanter, Voilà. non. Moi, j'ai envie de dire un mot sur la célébration du Congo. Le Parce que le but est là exceptionnel, mais la mais célébration, le- oh la classe de Ouais, la mais- célébration. Ouais, mais ils le font, ça c'est le Fimbo, c'est leur danse spéciale, ils le font à chaque but. Ils arrivent comme ça en ligne, ils font Fimbo. Ouais. Ah, c'est Fimbo. oh là là, mais ça pète. J'ai bien aimé leur match, très Bon, combatif. non, on reviendra en plus en détail parce qu'il y a des choses à dire sur ce match, il y a des choses à dire. C'est vrai. Bon, Les amis, c'était un plaisir de tenter ce nouveau format avec vous, j'espère que ça vous a plu. dites-le nous. Ouais. Dites-le nous évidemment. Et puis abonnez-vous à TikTok parce que les TikTok qui font beaucoup de vues, ils sautent parce qu'on est trop marrants et Parce qu'on dénonce le racisme voilà. et que ça plaît pas à TikTok. Voilà, tout simplement. On est déçus. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, c'est les aléas de la vie. Voilà, donc suivez-nous sur toutes les plateformes, on est sur les plateformes d'écoute, on est sur Instagram, on est sur TikTok, TikTok, YouTube. YouTube, on va voilà, essayer YouTube, de vous les plus, verrez sûrement là-bas. on va essayer de plus produire pendant cette Coupe du Monde aussi sur TikTok également. Évidemment. Donc, restez On branchés. va varier les formats à 2, à 3, à 4, à 7, à 8. Enfin, c'est un chiffre qui peut varier, pour ceux qui ont la ref. Voilà, ouais. On s'arrête à ça. C'est énorme. Merci beaucoup.